Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Bonsoir Serge et Julie. Bonsoir. Alors vous êtes là pour deux émissions, la seconde sera diffusée le mois prochain. On va parler aux surprises, non pas politique ou sociologie, quoique on va parler cinéma, puisque aux éditions du Montparnasse, on trouve un coffret qui regroupe une quinzaine de documentaires, que j'appellerais presque des commentaires composés, sur des films que vous avez aimés ou qui vous ont marqué. C'était quelque chose qui était ancré en vous depuis longtemps ? Ce coffret, d'abord, c'est le premier. On en a un deuxième, puisque depuis 2003, c'est à cette époque qu'on a commencé à faire des documentaires sur le cinéma. On en a réalisé 44. On est en train de post-produire le dernier, donc qui est Mustang d'Erguven, un film franco-turc. C'était pas une émission, mais c'est une série qui a quand même 14 ans. Voilà, qui part sans doute à la fois de l'amour du cinéma et de l'amour de l'histoire. Mmh. C'est au croisement des deux. J'adore le cinéma depuis... je suis de la génération Cinémathèque, Champollion, années 50. Donc je continue à aimer le cinéma. Et en même temps, j'ai fait des études d'histoire et j'ai une... Voilà, donc au croisement des deux, il y a cette collection. Il était une fois un film. Un film, c'est un témoignage formidable sur une époque. Pas tous les films, mais un grand nombre de films. C'est comme ça. Et puis, ça raconte aussi le cinéma. Quand on baptise sa société de production Folamour Productions, c'est qu'on est à l'affût de films qui détonnent. Oui, absolument. C'est explosif, là. C'est Marie Genin qui a créé cette société et qui a choisi un des films qu'elle préférait, puis qui est tout le monde comprend que c'est le cinéma et que c'est emblématique du cinéma, Kubrick quand même. Et on avait très envie, évidemment, de faire un film sur le docteur Folamour. On a fait Orange Mécanique. Je rappelle que tous ces films sont à la fois diffusés, il y a une double diffusion, ont été faits ou pour Arte ou pour France 5, et parfois d'autres partenaires, et sont diffusés dans les DVD. Alors à la fois nos propres DVD, mais aussi c'est des accords que nous avons, par exemple, ce qui m'y fait penser, c'est le Kubrick. On avait un accord avec la Warner pour qu'ils nous autorisaient à utiliser des extraits du film, parce qu'à chaque fois, il faut le négocier, des extraits du film, en échange de quoi ils avaient l'usage de notre documentaire en bonus. Alors, il y a un film dans ce premier coffret, donc, c'est le film de Billy Wilder, Certains l'aiment chaud. On va pas en parler de ce film aujourd'hui, mais il y a une phrase qu'il cite, que vous incluez dans ce DVD. Il dit « Pris individuellement, les spectateurs sont stupides, mais quand on les prend tous ensemble, ils sont géniaux ». Alors, il y a peut-être une part de démagogie dans cette citation, mais plus largement, je voulais savoir quel avait été le travail éditorial, justement. Vous en avez un peu parlé. Est-ce qu'il a fallu, des fois, se mettre autour d'une table et devenir géniaux ensemble ? Ces films sont très compliqués à faire. D'abord, il faut qu'on ait la complicité du diffuseur. Voilà, on demande à Arte, on est toujours en discussion avec Arte. Deuxièmement, quand on veut faire le film, il faut avoir accès aux extraits. J'en parlais à l'instant. Parfois, ces extraits coûtent très cher. Ils sont l'objet de négociations très compliquées. C'est en général 5 minutes, 6 minutes d'extraits qu'on demande à chaque fois. Et puis, il y a le réalisateur, les vedettes du film, et puis un contexte autour. Donc, on est obligé, on fait à chaque fois, on fait un scénario idéal de comment on pourrait traiter, compte tenu que l'on fait le portrait d'un film, le portrait d'un cinéaste et le portrait d'une époque. Et donc,
il faut les intervenants pour ces 3 parties. Et qu'est-ce que vous pensez de cette phrase au niveau presque philosophique de Billy Wilder ? Pris individuellement, les spectateurs sont stupides, mais pris tous ensemble, ils sont géniaux. Alors, ça ressemble formidablement à Billy Wilder, qui était un très grand dialoguiste, qui avait été allé à l'école de Lubitsch, puisque c'est Lubitsch qui l'a accueilli aux États-Unis quand il a fui le nazisme. Billy Wilder, il aime bien les côtés, la bascule comme ça dans les formules. Alors bon, je me sens pas impliqué par cette phrase, mais vous vous sentez pas idiot quand vous allez seul au cinéma ? Voilà, je me sens pas crétin et d'un seul coup, je regarde mes voisins dans la salle. Parfois, je suis tout seul et je regarde pas mes voisins dans la salle pour savoir si c'est un moment de cinéma extraordinaire ou pas. Mais c'est vrai, hein, il y a une petite nuance quand même. Le cinéma, ça fait parler. On discute beaucoup de cinéma alors, chez les cinéphiles, mais pas uniquement les cinéphiles. On discute des derniers films qu'on a vus et c'est toujours des échanges qui sont importants, qui sont pas des échanges subalternes. Et puis tout le monde a en tête la phrase de Godard. Quand on peut être en désaccord sur 1000 choses, mais un couple qui est en désaccord sur un film, sur le cinéma en général, il tiendra pas. Je crois que c'est vrai. Puis dès qu'un film sort, il devient quasiment un objet sociologique. Absolument, et les échanges sont multiples, a fortiori quand ce sont des films forts, quand ce sont des films qui secouent. Et alors évidemment, là ça y va. Allez, on va commencer avec une prière, non pas une prière religieuse, mais une prière sociale, Rosetta. Je m'appelle Rosetta. Tu as trouvé un travail. J'ai trouvé un travail. Tu as trouvé un ami. J'ai trouvé un ami. Tu as une vie normale. J'ai une vie normale. Tu ne tomberas pas dans le trou. Je ne tomberai pas dans le trou. Bonne nuit. Bonne nuit. En 1999, 2 frères, les frères Dardenne, décrivent une passionnariat qui ne se vit pas comme une passionnariat, Rosetta. Alors, le film a beaucoup fait parler, Palme d'Or, prix d'interprétation. Il y avait même eu des menaces physiques à l'aéroport de Nice après le palmarès, car les producteurs de David Lynch pensaient que le film de Lynch, Une histoire vraie, devait avoir la palme, et n'ont pas compris l'engouement autour de Rosetta. C'était pas les seuls. C'était pas les seuls. Pedro Almodovar pensait avoir la palme pour Tout sur ma mère, qui était en concurrence avec Rosetta aussi. Et donc, il en avait déduit d'ailleurs que c'était plus la peine de venir à Cannes. Il est revenu depuis sur cette décision, mais en l'occurrence, ça l'a beaucoup blessé, je me souviens à l'époque. Mais voilà, c'est un prix mérité quand même. Pour votre film sur Rosetta, vous faites intervenir l'ancienne ministre du Travail belge. On est en pleine affaire ArcelorMittal, et puis vous faites intervenir aussi Ken Loach. On peut penser que c'était une évidence, mais Ken Loach, il a une phrase. Il dit « Jetons l'expression réalisme social à la poubelle, car cette expression, elle est malhonnête. » Oui, pour resituer le film pour vos éditeurs, c'est un film sur la précarité. C'est le travail absolument en lambeaux. Donc une jeune femme, Rosetta, qui est prise dans cette question. C'est tourné dans une région qui a été une des régions dévastées par la désindustrialisation. C'est pas par hasard, c'était une région sidérurgique. Et il se trouve que c'est là où vivent les frères Dardenne. C'est pas du tout... ils n'ont pas été tournés dans quelque chose qui est à 300 ou 1000 kilomètres de chez eux. Et d'ailleurs, dans le documentaire, on les tourne dans leur ville. Alors, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un film, au-delà de l'aspect particulier, c'est un film théorique. Implacable. Oui, implacable, mais ils ont enlevé
C'est un film totalement dépouillé. La caméra, elle est au point. Ils ont un objectif de 25 mm. Ils ne quittent jamais Émilie Dequesne, qui est dans tous les plans. Et quand elle est dans tous les plans, c'est peu dire, parce qu'elle remplit l'écran à chaque fois, pas simplement parce qu'elle est talentueuse. Et ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est une course. Le sujet du film, c'est une course à ses emplois, à ses bouts d'emploi. Et ils suivent, mais caméra au point. Dans votre film, on apprend même que la caméra a été sanglée sur elle. Oui, absolument. Ouais. Et que ça a été presque de la télé-réalité avant l'heure. Il y avait des séquences où elle devait boire de la bière sans alcool, mais qui lui faisait gonfler son estomac. Elle en a bu parfois 25 bières. Mmh. Donc, alors on peut dire c'est de la bière sans alcool, mais enfin, elle a, comment dire, mais ça c'est le problème du réalisme au cinéma. A toujours cette problématique. Luchino Visconti faisait d'ailleurs, quand on ouvre un tiroir, faut qu'il y ait des objets dans le tiroir. Soit les objets qui sont censés y être, les draps, par exemple dans le Guépard, on ouvre des commodes, mais Visconti faisait en sorte qu'il y ait absolument des draps, des objets qui soient, etc., sont ceux qui sont supposés y être. Et là, la contrainte du réalisme, c'est pas, on cherche pas à faire souffrir pour faire souffrir l'actrice ou l'acteur. Hein, c'est le côté un peu Cassavetes du cinéma des Dardennes, mais il faut quand même éprouver. Et donc, elle était, Émilie Dequesne, le tournage, c'était terrible. Parce qu'il y a des scènes qui ont été refaites 20 fois, 30 fois. Ça a duré des mois. Le tournage dure très longtemps. Donc on est dans quelque chose qui est... ça paraît spontané. C'est la caméra suit, puis on se dit il suffit de suivre l'actrice. Non, c'est pas si simple. Non, c'est chaque scène, chaque mouvement a été l'objet d'un nombre de prises incalculables, refaites. Il y a énormément de choses qui ont été refaites. Dans le film, vous questionnez Émilie Dequesne qui dit en fait ce qu'on a fait, c'était un film de guerre. D'abord, c'est un personnage qui est massacré. Hein, c'est un massacre. Voilà, cette précarité, ça massacre les gens. Elle massacre, y compris ses relations amoureuses, son petit ami. Elle le flingue. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la guerre. Et donc, elle est massacrée. Donc, et en plus, ça prend des mois et des mois. Ça ne dure pas 15 jours de tournage. Et après la projection officielle à Cannes, il y avait un silence de mort. Donc les frères Dardenne et Émilie Dequesne pensaient, c'est cuit, il n'y a pas de réaction. En fait, les gens étaient pétrifiés. Oui, pétrifiés, oui. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. C'est un cinéma très particulier. C'est ce qu'on appelait autrefois le cinéma vérité, mais c'est un cinéma vérité mis en scène. Jean Rouch mettait assez peu en scène ce qu'il filmait. Il suivait des gens, prenait des images, etc. Là, il faut mettre en scène le cinéma vérité, ce qui n'est pas exactement pareil. Jean-Pierre Dardenne dit, un peu contre toute attente, par rapport au film, il dit « c'est beaucoup trop facile de se complaire dans le désespoir ». Est-ce que vous, en tant que journaliste et en tant qu'observateur de la vie politique, ou de la vie sociale, c'est un mantra que vous pourriez faire vôtre? Non, je préfère cette phrase qui consiste à dire quand tout va mal, il n'y a aucune raison d'être pessimiste. Deuxième film, Le charme discret de la bourgeoisie de Louise Buñuel. Qu'est-ce que vous pensez de la société bourgeoise? Naturellement, j'étais toujours contre. J'aime la liberté, et donc la société bourgeoise me semble abominable. C'est un mensonge. L'injustice, la chose que je ne peux pas résister, c'est l'injustice. Et nous vivons dans nos sociétés en pleine injustice dans tous les terrains, dans tous les sens. Donc je déteste notre société à cause de son injustice. Je crois que quand on écrit un film en toute liberté, quel qu'il soit, on se réunit, on se dit, on va écrire un film. On ne peut pas échapper à son temps. C'est impossible.
Même si on écrit un film situé dans le passé, l'influence de la société qui nous entoure et dans laquelle nous vivons va être sensible à chaque instant. Donc forcément, on trouve dans Le Charme discret à la fois des résonances contemporaines du temps où le film a été fait, et puis Buñuel lui-même, et si possible, moi aussi. Alors on pourrait presque croire que c'est le même thème que Rosetta, mais là il y a un casting 4 étoiles, hein, Stéphane Audran, Bulogier, Michel Piccoli, Fernand Doré. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans Le Charme discret de la bourgeoisie, c'est que c'est un film d'exilés. C'est-à-dire, on a un cinéaste qui est passé par l'Espagne, qui est passé par le Mexique, et qui arrive en France, qui pendant mai 68, on l'apprend dans votre film, séjourne à l'hôtel Aiglon à Paris, et il voit mai 68 comme on sortirait qu'on irait au zoo un peu, et cette écriture, on va dire automatique, et parfois très écrite avec Jean-Claude Carrière, donne un film totalement étonnant. C'est un film post-68, qui reprend énormément de choses de 68. Je pense que c'est le film le plus proche de 68. Je suis d'accord. Il y a des films qui sont sortis en 68 qui disent des choses de 68. The Party de Black Edwards avec Peter Sellers. C'est sans doute le film, la quintessence, comme ça on trouve quelque chose de 68. En plus, il y a une fin, c'est les hippies qui envahissent cette maison. Mais en fait, le film le plus proche, enfin celui qui colle à 68 dans ses provocations, que ce soit les évêques, les militaires, les politiciens, tout le monde a un double derrière. C'est-à-dire l'ambassadeur est un trafiquant de drogue. Alors, c'était inspiré d'une histoire vraie. En l'occurrence, à l'époque, c'était la fameuse French Connection avait réussi à embaucher un diplomate. Mais il y a plusieurs éléments comme ça, mais l'idée, c'est que chaque personnage social a un double, qui est un double assez sombre, et donc il n'y a personne pour sauver. Voilà. Et dans votre film, vous faites intervenir comme grand témoin Noël Châtelet, la philosophe, qui dit un homme, aussi bien élevé soit-il, reste un animal. Alors là, en l'occurrence, elle fait allusion à une séquence précise du film de repas. Il y a beaucoup de séquences de repas dans le film, où ce qui se passe au-dessus de la table, c'est les bonnes manières, le cerveau. Et sous la table. Voilà. Donc, mais c'est ce côté, la réalité, il y a toujours 2 degrés. Il y a ce qu'on voit immédiatement, et puis ce qui se passe, ce qui est la réalité derrière. C'est Mr. Hyde, Dr. Jekyll. Donc, il y a l'idée chez Buñuel que, en particulier dans la bourgeoisie, puisque c'est quand même le sujet du film, il y a ce côté sombre derrière, et dès qu'on gratte un peu, on trouve des horreurs. Donc, moi c'était un bonheur. On a fait ce film avec Anne Andreu, qui était de l'équipe Ciné-Cinéma. Et j'étais très heureux de faire ce film, non seulement avec elle, mais de faire ce film pour rendre hommage à ce gigantesque cinéaste qu'est Louis Buñuel, donc un des grands créateurs du siècle, et donc qui était un peu oublié, qui est un peu... et donc, ça me faisait vraiment plaisir d'être impliqué, en tout cas de le traiter. Dans les années 80, Yves Simon avait dit, le chanteur et romancier, il avait dit qu'il n'aimait pas trop André Breton, parce qu'André Breton, c'était un surréaliste, mais qui souvent allait casser la gueule à certaines personnes pour les convertir au surréalisme, et qui réclamait quasiment sa cotisation à Dali, le peintre. Je trouve que dans Le Charme discret de la bourgeoisie, dans toute son œuvre, Buñuel est surréaliste, mais il y ajoute une touche, non seulement c'est une mixture de poésie et de social. C'est plus libre que le seul surréalisme. Oui, il est d'une liberté absolue, même Buñuel. Il n'a eu peur de rien. Et il est sûrement cadré par Jean-Claude Carrière, je pense. C'est un couple.
C'est pas simplement le scénariste qui passait. Alors c'est le talent formidable de Jean-Claude Carrière, mais il a une relation avec Buñuel qui a été très longue, très ancienne. Il a écrit d'ailleurs un livre sur Buñuel et il était fasciné par Buñuel. Il raconte, dans ce livre d'ailleurs, il raconte Buñuel en 68. Alors, vraiment, qui allait regarder absolument tous les épisodes, qui était passionné par ça. C'est quand même, n'oublions jamais que c'est un libertaire. C'est pas du tout... c'est un surréaliste libertaire. Breton était un surréaliste autoritaire. Quant à Aragon, c'était un surréaliste stalinien. Donc voilà, il y avait des variantes. Buñuel, c'était un libertaire. Dans votre film, Jean-Claude Carrière raconte une anecdote que je trouve très émouvante. Il dit que Buñuel était marqué, voire choqué, par les arbres qui étaient coupés dans les rues. Le retour de la nature. Lui qui avait vécu au Mexique, en Espagne. Il y avait Paris, il y avait les voitures qui brûlaient, il y avait la révolte, mais il y avait aussi ces arbres coupés. Je suis pas un technicien des barricades, mais c'est assez utile les armes pour faire une barricade. Mais puisque vous en parlez et qu'on est dans les... Vous avez 68. Des arbres dans votre jardin ? Non, j'en ai eu. J'ai eu beaucoup d'arbres. Il y avait une maison familiale dont mon fils s'occupe maintenant. On a été obligé d'abattre une centaine d'arbres. Donc, quand vous me dites ça, ça me touche au cœur parce que c'était une allée, voilà. Donc, ils sont tous morts parce que les platanes sont atteints par une maladie irrémédiable dans le midi de la France. Voilà, un des mystères pour moi de 68. Si on parle des barricades, c'est vrai que y a des gens qui ont amené des scies pour abattre des arbres. Ils n'ont pas été abattus à la hache. Ils ont été abattus parce qu'il y avait des scies professionnels. Alors, il y a des gens qui sont allés chercher leurs scies pour abattre des arbres et voilà, je ne les connais pas, donc je ne sais pas. Mais ça faisait partie des barricades, mais ça donnait aux barricades une dimension peut-être surprenante. Alors je conseille à tous les auditeurs de Fréquence Protestante de se précipiter sur votre coffret, mais aussi sur ce film, donc spécifiquement sur le charme discret de la bourgeoisie, car la séquence où Jean-Claude Carrière raconte comment le titre du film, le charme discret de la bourgeoisie, a émergé de nulle part, on va pas en parler, mais c'est un must. Juste pour conclure sur ce film, vous avez questionné Stéphane Audran, qui dit, à propos de Buñuel, il me parle encore. Il y a des morts qui peuvent parler. Carrière dit la même chose. Oui, il va écouter, sur la tombe de Buñuel, il va écouter Buñuel. Est-ce que il y a des artistes qui vous parlent encore par-delà la mort ? Oui, mais le mot est un peu abusif. C'est comme quand vous dites la radio qui vous écoute. C'est vrai, je trouve ça, c'est un slogan formidable. Et c'est un peu abusif. On ne peut pas dire j'ai une passion pour Shakespeare, par exemple. On ne peut pas dire que Shakespeare me parle, mais ça me parle. Ce qui n'est pas exactement pareil. Je trouve il y a des choses très fortes qui permettent de penser ou d'ouvrir des petites portes, etc. Est-ce que c'est pour autant qu'il me parle ? Non. Mais les œuvres sont censées... moi, il y a des films, par exemple, indépendamment de cette collection, que je regarde sans arrêt. C'est comme les médecins référents, on a des films référents. Il y a une centaine de films que j'ai besoin de revoir sans arrêt. Alors peut-être, je sais pas, 10 fois par an, ou... Voilà, je sais pas, par exemple, Palm Beach Story, de Preston Sturges, une comédie. J'adore regarder cette comédie, qui je trouve, en plus c'est intéressant parce que c'est un contemporain de Lubitsch et de Billy Wilder. C'est de la comédie américaine. Voilà, on voit qui influence qui. Mais
Oui, je dis ceci de ce film parce qu'il est moins connu que des grands films de Billy Wilder. Mais voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir Rio Bravo. D'une certaine manière, je ne peux pas vivre si je vois pas Rio Bravo au moins 2 fois par an. Retour en 1962 avec un cinéaste qui a moins de 30 ans et qui adapte le roman d'un homme de 80 ans, c'est Jules et Jim et c'est François Truffaut. Jules et Jim inspire immédiatement 2 jeunes scénaristes américains qui écrivent pour François Truffaut un script intitulé Bonnie and Clyde. Le cinéaste hésite, puis refuse. Quel que soit le talent merveilleux de Jeanne Moreau, son comportement dans le film, dont j'étais obligé de penser qu'il reflétait le comportement de ma mère, pour un homme même habitué aux excès de sa mère, il y avait des scènes qui me choquaient un peu. Des scènes où on voit Jeanne Moreau et Jules se roulant ensemble dans un lit pendant que Jim attend à la porte. Des choses de ce genre qui n'étaient pas loin sans doute de la réalité, mais de le revivre beaucoup d'années après, combien, je sais pas, 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard, ça fait un choc. Jules et Jim il a maintenant une réputation bonne, mais au début, il a choqué. Il n'a pas été admis tout de suite. Il a déconcerté, si vous voulez. C'est un film qui a beaucoup surpris. Alors, en 1962, quand sort Jules et Jim, on apprend petit à petit que ces 2 prénoms, Jules et Jim, se sont substitués à 2 autres prénoms qui étaient Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde que devait faire François Truffaut et qu'il a refusé. C'est assez troublant ce que dit Stéphane Hessel. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est Jeanne Moreau incarne sa mère. Il y a aussi une évolution des mœurs terrible. C'est-à-dire que quand les gens découvrent Jules et Jim, ils voient une histoire d'amour à 3 qui finit mal dans le film alors qu'elle finissait pas dans la vie, et on voit le fils de l'héroïne qui elle a fini est mal dans la vie, mais pour d'autres raisons. Voilà. Comment vous, quand vous avez rencontré Stéphane Hessel, comment vous jugez le propre passage du temps, des modes et de la censure sur les œuvres ? C'est beaucoup de choses. D'abord, la rencontre avec Stéphane Hessel a été une rencontre formidable. Quand je l'ai vu avant, on a tourné l'interview. Parce que on est dans la fiction, Jules et Jim, on sait qu'elle est inspirée d'une histoire vraie entre cet artiste français, cet artiste allemand, Henri-Pierre Rocher d'un côté, Franz Hessel de l'autre. Et on voit, il y a un moment donné dans le film, il y a la petite fille, c'était pas un garçon, c'est une petite fille, qui vient, c'est la scène qui a été coupée d'ailleurs, qui vient voir Jeanne Moreau et Jim dans le lit, donc qui n'est pas son père, qui est l'amant de sa mère. Cette scène a été coupée, et que cette petite fille, en fait, je l'ai face à moi, c'est Stéphane Hessel. Et Stéphane Hessel a parlé de cette femme. Il y a un personnage que joue Jeanne Moreau, qui est un personnage absolument exceptionnel dans la vie, qui a été Hélène Hessel, qui a essayé l'histoire, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale en France a été terrible, puisque Franz Hessel, son père, Stéphane Hessel, a été interné, il était allemand, donc la Troisième République a jugé utile de l'interner, c'était dangereux, il était allemand. Et elle a essayé de le sauver de ce camp d'internement où il est mort. Voilà, donc c'est un personnage formidable. On oublie, mais par exemple, elle a été journaliste, elle a travaillé pour le New Yorker, elle a fait le récit La Nuit de Cristal en Allemagne pour le New Yorker. Voilà, c'est un personnage fascinant et qui vivait à travers Stéphane Hessel. L'autre chose, c'est les mœurs. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui. Ce film
Il était interdit au moins de 18 ans. D'abord, interdit au moins de 18 ans. Il y a des pays qui l'ont interdit. C'est-à-dire que l'Italie a dit on ne veut pas voir ce film. Il y a un autre pays, je ne me rappelle plus lequel, qui a interdit tout simplement le film n'est pas diffusé. Il est diffusé en Allemagne, à l'inverse, avec, je trouve, le bon titre. Mais je trouvais plus juste que Jules et Jim. Le titre allemand, c'était Jules, Jim et Catherine. Je trouve ça plus juste. C'est plus fleur bleue. Voilà, c'est plus fleur bleue, mais c'est l'histoire d'un trio. Les trios, ça a toujours fasciné Truffaut. Il a fait 3 films sur des trios amoureux. Hein, les deux petits, Jules et Jim, les 2 petites Anglaises, les Anglaises et le continent. Et puis le dernier Métro, qui est encore un trio. Donc on peut penser que sa conception du monde et sa conception de l'amour, cette figure occupe beaucoup de place pour lui. Je me souviens, j'avais été voir pour le film, j'avais été voir la femme de Truffaut, Madeleine Morgenstern, qui évoquait le fait à la fois qu'elle restait la femme de Truffaut et qu'elle l'était, si j'ose dire, pleinement, et racontait leur rapport, et qu'en même temps, il tombait amoureux de toutes les actrices avec lesquelles il a travaillé, il ne pouvait pas faire le film s'il n'était pas amoureux de l'actrice. Donc il a eu beaucoup d'histoires, parfois des histoires qui ont duré plusieurs années, pas simplement des passades, mais voilà, alors, le film était censuré, cette scène a été coupée, celle que j'évoquais tout à l'heure, où ils sont au lit, Kate et Jim sont au lit, et où cette petite fille vient leur dire bonjour. Donc, oui, ça a été très tendu. Au moment, moi je l'ai vu au moment en 62, c'est un vrai prélude aux années 60. Il y a à la fois le personnage central est un personnage féminin, comme d'ailleurs dans le dernier Métro, hein, son personnage de la femme il y a quelque chose de féministe, évidemment, c'est une émancipation, c'est une femme qui fait des choix amoureux, et c'est elle qui dicte les choix amoureux. Jeanne Moreau a d'ailleurs beaucoup contribué, y compris financièrement, à faire en sorte que ce film existe. Elle raconte qu'elle faisait des pâtes le soir pour l'équipe technique. Absolument, d'abord elle faisait la cuisine, mais il y a eu des moments où il fallait rajouter un peu d'argent, et elle l'a fait. Je ne suis pas sûr que Julia Roberts ferait ça. Mais elle l'a fait, voilà. Alors François Truffaut dit dans votre film que plus tard, il s'est rendu compte que c'était un film qu'il avait peut-être fait inconsciemment pour sa propre mère, oui, en compensation du mal qu'il lui avait fait pour les 400 coups. Oui. Alors, je voudrais qu'on écoute un petit extrait. Ça, c'est pas dans votre film, mais c'est dans Jules et Jim. Tiens, bonjour. Salut Jim, comment va Jules? Ça va. Intéressante, hein? Elle s'appelle Denise. C'est pas la peine de lui parler, elle te répondrait pas. D'ailleurs, elle ne parle jamais. Elle n'est pas idiote, elle est creuse. C'est creux là-dedans. C'est la chose. Ah, une belle chose. Oui, un bel objet. C'est le sexe. Le sexe à l'état pur. Au revoir. Allez, Denise, dis au revoir, monsieur. Monsieur. Au revoir, mademoiselle. Alors, on est dans les post-brumes de l'affaire Weinstein. On est aussi dans l'histoire de Bertrand Cantat. Doit-il chanter? Doit-il ne plus chanter sur scène? Quand on entend cette séquence, elle est totalement à l'opposé, elle est d'un machisme féroce, machisme animal, totalement à l'opposé de l'image d'Épinal de Jules et Jim, c'est-à-dire Vanessa Paradis chantant une petite ritournelle. Oui, mais faut jamais... Il y a des échanges machistes, absolument, mais le personnage central, c'est elle. C'est elle, oui. Mais la périphérie... Et celle qui décide du destin de ces deux hommes, c'est elle.
Alors, dans le livre... C'est vrai que le contexte, oui, a beaucoup changé. Mais on n'est pas là pour parler d'actuellement, mais il y a à la fois ce mouvement de libération qui est une forme de libération et qui est accompagné de beaucoup de puritanisme. Alors, dans le livret qui accompagne donc ce coffret, il y a donc sur la page de gauche... On peut dire puritain ici. Oui, on peut dire puritain. On peut tout dire ici, vous savez. Non, mais... 1962, Jules et Jim. 1963, Le Mépris. Bon, j'ai choisi Jules et Jim, mais... Mais moi, je regarde Le Mépris, par exemple, je vous disais, il me faut que je regarde Le Mépris au moins 2-3 fois par an. Pour moi, un des chefs-d'œuvre, des 10 chefs-d'œuvre du cinéma. Alors, justement, dans la correspondance qu'il y a eu entre Godard et Truffaut, qui était souvent plus que douloureuse, plus que dure, à un moment, quand... Très violente. Ouais, très violente. Quand Godard attaque Truffaut sur La Nuit américaine, qui, selon lui, donne une image du cinéma trop angélique, Truffaut a cette phrase... Il lui dit, mais tu sais, Jean-Luc, on fait pas le même métier. Toi, tu fais du cinéma, et moi, je fais des films. Sous-entendu, toi, c'est du robinet à images qui part un peu dans toutes les directions, et moi, je fais des bouteilles prêtes à consommer. Est-ce que vous-même, en tant que cinéphile, vous vous êtes senti à un moment plus attiré par les gens plus conceptuels ou pas, que ceux qui ont une histoire qu'ils doivent mener à bon port? J'aime les deux. J'aime Truffaut et Godard. Mais si je devais choisir, je choisirais Godard. C'est une manière de vous répondre, mais j'aime beaucoup Truffaut. J'ai beaucoup aimé ses films. Ça, sans doute, un film comme Jules et Jim a joué un rôle important pour moi. Le Dernier Métro, je trouve un film formidable, donc que j'aime revoir là aussi, mais si je dois choisir, c'est quand même Pierrot le Fou, le Mépris, c'est des choses sublimes pour moi. Allez, il nous reste quelques minutes pour parler d'un film qui s'appelle L'Empire des Sens, de Nagisa Oshima. C'était son 22e film. C'est l'adaptation d'un fait divers qui avait bouleversé les Japonais, d'un amour ultime entre un homme et une femme. Et la femme, à la fin... étrangle son mari, découpe son sexe et se balade comme ça avant d'être arrêtée. Dans votre film, Catherine Breillat dit « Ce n'est pas du porno, car ça touche au sacré ». Oui, alors c'est pas ce que pensait Oshima. Oshima pensait que c'était du porno. Un porno tragique. Un porno... ce qui l'intéressait, c'est le moment où il y a si j'ose dire, sans faire de jeu de mots, il y a un trou dans la législation. Le trou dans la législation, c'est... il y a la révolution des mœurs, libération sexuelle, et il y a un film porno qui sort aux États-Unis, Deep Throat, qui sort dans le circuit commercial et qui fait un malheur. Bon, c'est un film qui a coûté $20 et qui rapporte $50 millions. Voilà. Donc, ça fait un malheur. Le cinéma est en train de changer. Il faut trouver des règles. Et pendant quelques mois, notamment pour la France, ça a été le cas aux États-Unis, mais pour la France, on travaille, les législateurs réfléchissent à la question, travaillent à la question. Giscard vient d'arriver. C'est un des problèmes auxquels il est confronté. Et on va mettre du temps à légiférer sur la question des films de nature pornographique ou des films qui montrent l'acte sexuel de manière sans faux semblant ou sans... Oshima, au courant de ça, a conçu l'idée de faire un film qui est à peu près impossible à reproduire, qui est justement de montrer l'acte sexuel, de faire une histoire, une vraie histoire, un vrai film. Et il a réussi à faire, d'une certaine manière, un film pornographique qui est un chef-d'œuvre. Alors ça supposait une complicité avec une production française, comme pour Buñuel. Pourquoi ? Parce que il tournait à Kyoto, dans un studio absolument clos, et il envoyait
tous les 3 jours, on envoyait les rushs à Paris, parce que le film était de facto interdit au Japon. Et bien qu'il ait gagné son procès, puisqu'il a été poursuivi pour pornographie au Japon, où il y a tout un circuit pornographique. Le cinéma pornographique au Japon est très très important. Mais il a été poursuivi, il a été acquitté en 82, et le film est diffusé au Japon, mais il est flouté. Toutes les parties sexuelles sont floutées dans la version japonaise que vous pouvez voir aujourd'hui, ou le DVD que vous achetez au Japon. Voilà. Donc, c'est une histoire d'abord de production de films comme ça, le personnage de Shima est exceptionnel. Alors, il l'est à plusieurs titres pour moi. Ça a été un très grand leader étudiant. Le Cohn-Bendit japonais au moment des années, au début des années 60, au moment des renégociations des accords nippo-américains, le leader de cette contestation, en tout cas l'un des leaders, mais il était un leader très important, c'était Oshima. La nouvelle vague cinématographique au Japon, c'est Oshima, c'était en 59, et il a fait des films qui sont un très grand cinéma. On dit au Japon, tout le monde l'appelle le Jean-Luc Godard japonais. Voilà. Il a fait grand documentariste, il a fait des documentaires formidables. Donc voilà, c'est le film. Alors, il nous est arrivé une aventure, nous, formidable. Le tournage, il y avait dans ce studio, il y avait Oshima, il y avait l'opérateur, il y avait un ingénieur du son, point. Personne d'autre. Donc il n'y avait pas de témoin. Alors à chaque fois, quand on travaille sur ces films, comme ça, on fait de la documentation, on cherche s'il y avait... quelqu'un avait filmé, ou il y avait un étudiant qui était là, etc. Je vais très vite. On a trouvé à l'université de Kyoto, dans une bibliothèque, on avait pris une documentaliste nippone, il y avait un étudiant qui avait filmé certains jours. Et on utilise dans le film des images de ce film qu'on a retrouvées, que Oshima, la famille d'Oshima en tout cas, puisque Oshima ne pouvait plus parler quand on a fait le film, que la famille d'Oshima pensait disparue, et on utilise une partie de ces images sur le tournage de ce film. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des bonnes... des aubaines de ce type qui sont évidemment très importantes quand on fait des documentaires comme ça. Et l'histoire de cette femme, un mot quand même, parce que c'est une héroïne japonaise. Cette femme avait été violée à 15 ans. Abe, je me rappelle plus comment elle s'appelait, Sada Abe. Sada Abe. Elle avait été violée à 15 ans. Elle était devenue prostituée et travaillait dans une auberge. Elle a eu une histoire avec le patron de l'auberge, c'est ça le fait divers. Elle est condamnée. Elle est condamnée à 6 ans de prison et elle est graciée l'année d'après. Pourquoi ? C'est intéressant parce qu'on est avant-guerre. Les néofascistes japonais ont pris le pouvoir. Les militaires, le coup d'État militariste a eu lieu, on le voit, il est en arrière-plan dans le film, on voit il y a des passages de soldats dans le film comme ça. Au moment du procès, il y a l'opinion publique japonaise, assez féminine, a pris fait et cause pour elle, sur la liberté amoureuse, sur le fait que c'était une histoire d'amour, c'était pas une histoire d'argent, c'était une histoire amoureuse. Lui était volontaire, voilà. Donc, elle devient. Il y a eu 5 films faits sur ce fait divers au Japon.
5 films. Et moi, j'en ai mis quelques images. Elle a été interviewée très nombreuses fois après-guerre. Elle est interviewée à plusieurs reprises. Voilà, c'est une histoire quand même sur le Japon qui montre une complexité qui n'est pas celle qu'on imagine. Alors pour conclure, dans votre documentaire donc sur l'Empire des Sens, on voit des images de Roland Barthes assistant à l'avant-première du film au Club 13. On apprend que c'est Jacques Chirac qui était nippophile, qui a demandé à ce que le film ne soit pas classé X. Et pour revenir à Sada Abe... Le X n'existe pas à ce moment-là, oui. C'est après qu'il existe. Le film est tourné... Et c'est Giscard qui change la donne. Qui invente le X. Et Oshima dit... Et je trouve une phrase très juste sur le film. Le fait que ces deux amants ne s'intéressent pas à la politique rend leur histoire politique. Justement, c'est pour ça qu'il a mis en arrière-plan. Il se passe quelque chose au Japon à ce moment-là. Ils sont dans une bulle, mais il se passe quelque chose. C'est le coup d'État militaire qui intervient à ce moment-là. Et Oshima a pris soin de le souligner. Alors, oui, c'est le statut de la politique existentielle, comme on dirait. Voilà, et le film commence par un procès, donc le procès, le fait divers, et il finit par un procès, puisque vous nous rappelez que Oshima, le réalisateur, a été innocenté uniquement en 1982. Merci beaucoup, Serge July, d'être venu pour cette première émission. Dans le coffret, on retrouve d'autres films, comme La haine de Mathieu Kassovitz, Le Père Noël est une ordure, où on apprend que le chignon de Josiane Balasco est inspiré par celui de Simone Veil. Ça, je l'ai découvert. Il y a Les Tontons Flingueurs, Les Enfants du Paradis, Une séparation, Le Ruban Blanc. Mais on se retrouve le mois prochain. Merci Serge July. Merci.